Bonsoir et bienvenue à cette séance du mois de juin 2018. Merci à vous tous d'être présents, à vous tous et toutes. Bonsoir. Comme vous avez pu le constater, notre village termine sa mise en beauté estivale et nous sommes plusieurs à en profiter. Les activités sont lancées et comme toujours, il y a beaucoup de vie au village. D'un point de vue plus pratique, je confirme, suite à de nombreux commentaires, que nous avons tous eu hâte que le balai aspirateur termine sa tournée dans nos rues. Effectivement, ce fut long, plusieurs semaines, parce que nous avons épandu plusieurs tonnes de sable cet hiver suite au gel des gels et aux conditions météorologiques particulières. Et tout ce sable qui est épandu pendant l'hiver se retrouve évidemment dans nos rues. Et on utilise un balai aspirateur qui aspire le sable plutôt que de le pousser sur le terrain et les fossés. C'est une machine très bruyante, on le confirme, mais quand même assez efficace. Il y a des municipalités qui possèdent un balai mécanique, ils utilisent les deux. C'est encore plus efficace, mais nous, on se contente de notre balai aspirateur. Il y a près de 40 voyages de 10 roues qui ont été amassés et ce sable est tout transporté sur le terrain municipal qui longe le chemin de la rivière en allant, qui juxtapose la clé des champs et on le réutilise au besoin. Il y a aussi, vous l'avez remarqué, beaucoup de poussière sur les chemins non asphaltés. Il y a de 2 à 3 épandages de bas poussière qui sont prévus au budget cette année en fonction des secteurs. Alors, le premier épandage aura lieu prochainement. C'est malheureux, mais oui, la poussière, il y en a. Une des façons d'éviter que ça se propulse dans les airs, c'est de rouler lentement, ce qui répondrait du même coup à plusieurs plaintes que nous avons concernant les excès de vitesse. Effectivement, l'enjeu de la vitesse est de plus en plus discuté. De nombreux citoyens nous en parlent, à nous tous et toutes. Et je confirme que c'est une priorité pour le Conseil d'intervenir en ce sens, de continuer les interventions dans ce sens-là. On a déjà installé nos bollards et nos radars. On va ajouter des panneaux d'arrêt et des panneaux de limite de vitesse. Et puis, on va donc poursuivre les interventions dans ce sens-là en fonction des considérations budgétaires, évidemment. Mais je nous rappelle qu'on a tous un rôle à jouer. Les enfants s'approprient de plus en plus la rue, les marcheurs, les cyclistes aussi. Alors, nous sommes un village qui favorise la mobilité active. Alors, on va continuer d'agir dans ce sens-là pour que ça soit agréable pour tout le monde. Une autre des grandes priorités du Conseil est la mise en œuvre d'un virage culturel au sein de notre administration municipale. En ce sens, certains d'entre vous savent que nous avons commencé un processus d'analyse, de diagnostic organisationnel, il y a quelques semaines. Effectivement, depuis notre élection, à mesure qu'on s'approprie nos responsabilités et qu'on comprend davantage notre rôle et le fonctionnement du monde municipal, nous avons abondamment réfléchi aux différentes pratiques de gestion et nous avons recherché les meilleures façons de faire. Nous avons ainsi questionné les modes de fonctionnement au sein de notre appareil administratif et dont, entre autres, les communications internes, la préparation et le suivi des projets ainsi que la gestion des opérations courantes. Afin d'obtenir une perspective objective et une analyse neutre de la situation, le Conseil a décidé d'avoir recours à des ressources professionnelles externes pour adresser cette situation. Ainsi, en avril 2017, nous avons retenu les services de la firme Bélanger et Sauvé pour nous guider dans une démarche rigoureuse visant à établir un diagnostic clair et à poser les gestes appropriés dans le meilleur intérêt de la municipalité. Ainsi, cette firme, Bélanger-Sauvé, a utilisé les services d'une autre firme, soit le réseau Conseil des sages, pour réaliser une analyse organisationnelle de notre gestion municipale. C'était donc en avril et vers la mi-mai, on a reçu les constats de cette analyse et les consultants, dans cette analyse, ont conclu que les processus de gestion qui étaient en place étaient déficients et qu'un redressement important est nécessaire.
Par la suite, plusieurs échanges et discussions ont pris place avec le directeur général, M. Bernard Généreux, quant à la nécessité et la faisabilité d'entreprendre un tel redressement. Suite à ces échanges avec le directeur général, il fut convenu, d'un commun accord, qu'il était préférable de procéder à la termination de son contrat d'emploi avec la municipalité. Au cours des prochaines semaines, le conseil municipal entreprendra un processus de dotation, soit une démarche d'embauche, très rigoureux afin de recruter le meilleur ou la meilleure candidate possible qui permettra à notre municipalité d'entreprendre un virage important au sein de l'appareil administratif. Ce virage sera caractérisé par de grands thèmes tels que placer l'humain, autant le citoyen que les employés, au centre de toutes les préoccupations et décisions au sein de la gestion municipale, établir une planification rigoureuse concernant une vision claire pour le futur de notre municipalité, des orientations stratégiques crédibles et des plans d'action efficaces, le tout en assurant une participation citoyenne active. Également, implanter une culture de gestion axée sur l'esprit d'équipe, la rigueur, la transparence et les meilleures pratiques respectant les règles de l'art. Le conseil municipal a la ferme intention de mettre en œuvre l'ensemble de ces mesures au cours de son mandat actuel. Je souhaite préciser que pendant les dernières semaines, toute cette démarche a évidemment monopolisé les membres du conseil ainsi que les cadres. Je remercie toute l'équipe d'ailleurs pour sa collaboration pleine et entière dans le cadre de cette démarche. Bien que je puisse affirmer qu'un suivi rigoureux et adéquat des nombreux projets et dossiers est en cours et fait, il se peut que des délais soient inévitables. Pour ma part, par exemple, quelques retours d'appels et retours de courriels sont en attente sur le coin de mon bureau et je m'en excuse. Il faut savoir prioriser et la bonification et la consolidation des bases de notre administration est certainement l'un des meilleurs investissements que nous puissions faire. Alors, c'est pour ça que ce soir, Madame Maître Farran est présente et seule. Alors, c'est Maître Farran qui, maintenant, du fait qu'elle était directrice générale adjointe, tient le poste de directrice générale par intérim. Alors, nous pouvons donc débuter la séance. Alors, je propose que l'ordre du jour de la séance ordinaire du 12 juin 2018 soit adopté tel que présenté. Oh, on m'écoute. Alors, je propose que l'ordre du jour de la séance ordinaire du 12 juin 2018 soit adopté tel que présenté. En 1.3, l'approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 mai et de la séance extraordinaire du 4 juin. Alors, attendu que chaque membre du Conseil a reçu une copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 mai 2018 et de la séance extraordinaire du 4 juin 2018 au moins 24 heures avant la présente séance, la secrétaire trésorière adjointe est dispensée d'en faire la lecture. En conséquence, je propose que le Conseil municipal approuve les procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 mai 2018 et de la séance extraordinaire du 4 juin 2018. En 2.1, participation des membres du Conseil à diverses activités. Donc, il est proposé que les membres du Conseil suivant soient autorisés à participer aux activités et que les frais de participation soient assumés par la municipalité. Donc, la 39e Assemblée générale du Conseil de la culture des Laurentides, qui tiendra le 13 juin 2018 à l'église de Saint-Placide, par Cathy Poulain, et que les membres du Conseil soient autorisés à dépenser les montants qui sont prévus au règlement de dépenses pour les frais reliés à leur participation et qu'ils soient remboursés sur présentation des pièces justificatives. Je propose. En fait, ce soir, Madame Julie Duval, qui normalement fait dérouler l'ordre du jour et les résolutions, n'est pas là. Et puis, d'une façon ou d'une autre, nous avons décidé que on allait trouver une alternative à ça parce qu'on avait une cadre qui ne faisait que appuyer sur des boutons et faire dérouler l'ordre du jour. Alors, à la prochaine séance, on devrait avoir une autre façon de procéder pour que ce soit disponible. Mais malheureusement, ce soir, en plus, elle est malade. Alors, ce soir, malheureusement, ce service-là n'est pas disponible. On ne pourra pas lire aucune des résolutions
Ben, en fait, les vérifier, c'est Maître Farran qui va les présenter. Et en ce qui concerne ces résolutions-là, ils vont se retrouver au procès verbal lors de la prochaine séance. Il y a juste une employée qui peut payer sur le bouton aux ordinateurs. Elle est malade. C'était pas prévu comme ça ce soir. Je vais juste dire que, de toute façon, le Conseil a décidé de procéder autrement. Donc, on était à évaluer cette situation-là, mais nous n'avons pas réussi à proposer une autre solution pour ce soir. Et l'employé en question n'est pas là ce soir, malheureusement. Alors, nous sommes en 2.2. Madame la mairesse, pour le point 2.2, je vais me retirer. Ça concerne ma rue et j'ai une résidence là-dessus. Donc, certainement. Merci. En 2.2, donc, acquisition d'une voie ouverte au public, la rue Arthur-Frenette, selon l'article 72 de la Loi sur les compétences municipales. Donc, attendu l'article 72 de la Loi sur les compétences municipales qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins 10 ans devient propriété de la municipalité dès que sont accomplies certaines formalités. Attendu que le lot 2 992 631 du cadastre du Québec forme l'emprise de la rue Arthur-Frenette. Attendu que ce lot constitue l'emprise d'une voie ouverte au public depuis au moins 10 ans et qu'aucune taxe n'a été prélevée sur cet immeuble durant cette période, il est proposé que le Conseil approuve l'acquisition de la rue Arthur-Frenette et que le secrétaire trésorier fasse publier les avis publics conformément à la loi en vue de donner plein effet à la présente résolution. Je propose. 2.3. Autorisation pour le passage dans la municipalité du tour CIBC Charles Bruno le 5 juillet 2018. Donc, attendu la demande reçue en mai 2018 quant à l'événement Tour CIBC Charles Bruno, il est proposé que le Conseil autorise le Tour CIBC Charles Bruno dans la municipalité le 5 juillet 2018 entre 12h29 et 13h26 et qu'une copie de la présente résolution soit transmise au ministère des Transports. Je propose. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a eu un tour ce dimanche. Alors, je crois que c'était bien organisé. Nous, c'est un tour clé en main. Donc, les bénévoles qui sont présents, c'est fourni par l'organisation du tour. Et puis, je crois que tout le monde a apprécié. Il y a eu certains commentaires concernant certains bénévoles. Mais bon, ce n'est pas sous la gouverne de la municipalité, mais je pense que tout le monde, dans ces situations-là, essaie de faire de leur mieux. Alors, je vous remercie de votre patience lors de ces événements-là. Val-David est très apprécié et on est très populaire, comme le confirme ce prochain tour du 5 juillet. En 2.4, nous avons l'autorisation d'un dépôt pour le projet de place publique. Donc, attendu que le Conseil municipal a entamé un projet de place publique dans le cadre de son programme particulier d'urbanisme, soit le PPU, que ce projet consiste à aménager une place publique multifonctionnelle permettant d'accueillir une programmation événementielle ainsi qu'un marché public. Attendu qu'en février 2017, le Conseil municipal a adopté une résolution qui prévoyait la sollicitation du nouveau Fonds Chantier Canada, qui est un programme du Fonds des petites collectivités pour le volet 2, soit le FPC, pour subventionner son projet. Attendu que le 7 février 2018, le Conseil municipal a plutôt reçu la confirmation d'une aide financière maximale de 94 070 $ par l'entremise d'un autre programme, soit le volet 2 du programme de soutien aux stratégies de développement touristique, soit l'appui à la stratégie de mise en valeur de tourisme événementiel, soit le PSSDT. Et donc, il est opportun d'abroger la résolution concernant la sollicitation du FPC, qu'il est plutôt requis d'adopter une résolution qui vise la sollicitation du PSSDT, afin que les modalités de la Convention d'aide financière soient respectées. Il est donc proposé que le Conseil autorise le dépôt d'une aide financière au ministère du Tourisme dans le cadre du PSSDT pour son projet de place publique, que le Conseil autorise le directeur général à agir comme mandataire au dossier et soit autorisé à signer au nom de la municipalité tout document relatif à la demande d'aide financière, que le Conseil s'engage à consentir un financement au montant de 202 461 et que le Conseil s'engage à assumer l'ensemble des frais d'opération et la pérennité des activités liées à l'infrastructure municipale et évidemment, par conséquence, que le Conseil abroge la résolution qui sollicitait le FPC pour plutôt adopter celle-ci qui sollicite donc le PSSDT. Alors, c'est simplement une résolution technique que l'on va proposer et adopter. Qui propose? Je propose. Parfait. Alors, c'est simplement une résolution technique parce qu'on avait, pour le projet de place publique, on avait d'abord fait une demande de subvention dans un certain programme et finalement, le programme qui nous a été octroyé n'était pas celui
pour lequel on avait fait une demande de subvention. Donc, c'est simplement pour rectifier la situation et le programme qui est ici mentionné est donc le bon programme avec lequel nous avons eu la subvention. En 2.5, nous avons donné un mandat à Léonard Pagé, Chalifou et Piché. Donc, il s'agit d'un mandat pour acquérir le lot 6 250 635 et la préparation d'une servitude de passage. Il s'agit d'une virée sur la rue Parent, donc attendu que des travaux ont été effectués sur la rue Parent. Afin de procéder notamment à l'aménagement d'une virée municipale, il est donc proposé que le Conseil mandate l'étude Léonard Pagé, Chalifou, Piché, notaire, afin qu'une servitude de passage permettant une virée municipale soit établie sur une partie du lot 2 992 145 qui appartient à un tiers aux frais de la municipalité. Que le Conseil autorise également l'acquisition du lot 6 250 000 qui représente désormais la virée, le lot qui appartient à M. Justin Labonté pour un montant de 2 800 $ et mandate à cette fin Léonard Pagé, Chalifou, Piché, notaire, afin que soit procédé à l'aliénation du lot qui permet l'aménagement de la virée et que tous les honoraires professionnels soient aux frais de la municipalité. Et que le Conseil autorise la mairesse et la directrice des affaires juridiques et greffières à signer les documents requis. Alors, un proposeur? Je propose. Cette situation-là aussi, c'est pour, en fait, cette résolution-là aussi, c'est pour corriger une situation technique dans une rue sans issue. C'est simplement pour que la municipalité puisse aller déneiger et pour que les camions puissent circuler. Alors, on a fait l'achat d'une partie du terrain pour aménager une virée municipale. En 2.6, nous avons la création du comité consultatif des finances tant attendu. Donc, attendu la volonté du Conseil municipal de poursuivre l'investissement dans la qualité de vie des Val-Davidois tout en s'assurant durablement la saine gestion de la municipalité. Attendu que le Conseil désire s'engager fermement dans une démarche de transparence quant à l'administration de la municipalité. Attendu que le Conseil désire bénéficier de l'expertise de ses citoyens. Et que le Conseil désire former un comité qui se penchera notamment sur la planification financière, l'élaboration et le suivi budgétaire, l'étude des revenus et des dépenses, l'utilisation de l'excédent de fonctionnement, les investissements en immobilisation et la gestion contractuelle. Il est proposé que le Conseil crée le comité consultatif des finances et confie au comité le mandat préliminaire de définir la mission précise du comité et d'élaborer des règlements internes et que le Conseil municipal sollicite les citoyens intéressés à soumettre leur candidature. Je propose. Alors, les candidatures sont donc sollicitées. Il va y avoir un appel de candidature qui sera publié sur le site de la municipalité, sûrement sur le Facebook aussi. Alors, nous acceptons vos candidatures, simplement une lettre d'intention avec peut-être votre intérêt à faire partie du comité et puis l'expertise que vous possédez qui pourrait... ce que vous jugez qui pourrait nous être utile. Alors, simplement m'écrire à moi ou appeler à la municipalité. Il y aura quelqu'un qui pourra prendre vos coordonnées, vous donner l'adresse à laquelle envoyer ces informations-là. Alors, nous allons donc recueillir les candidatures, procéder à l'analyse de ces candidatures-là cet été, faire des entrevues éventuellement, et puis on désire lancer le comité pour que la première rencontre ait lieu en septembre de cette année. En 2.7, nous avons l'autorisation d'une transaction équitance avec l'employé 13-0022. Donc, attendu le processus de négociation tenu entre l'employé 13-0022 et la municipalité, attendu la transaction équitance qui en découle, que le Conseil autorise la signature de la transaction équitance à intervenir entre l'employé 13-0022 et la municipalité, et que le service de la trésorerie soit autorisé à procéder selon les dispositions de la dite transaction équitance. Je propose. Merci. En 2.8, la fin d'emploi, directeur général par intérim. Donc, attendu la résolution 18-04-153, laquelle prévoyait que le conseil municipal embauchait M. René Tousignan à titre de directeur général par intérim durant la vacance temporaire à la charge de directeur général. Attendu que M. René Tousignan a complété le mandat qui lui avait été ainsi confié, il est proposé que le Conseil mette fin au lien d'emploi entre la municipalité et M. René Tousignan en date du 5 juin 2018 et que le Conseil le remercie pour sa disponibilité durant les dernières semaines. Je propose. En 2.9, désignation d'un titulaire par intérim.
Donc, attendu les articles 184, 210 et 212.4 du Code municipal du Québec, lesquels prévoient notamment que toute municipalité doit avoir un directeur général et que le secrétaire trésorier adjoint doit exercer les devoirs du secrétaire trésorier en cas de vacance à cette charge. Attendu la vacance aux charges de secrétaire trésorier et directeur général. Attendu que le conseil municipal désire entamer un processus de dotation afin de combler les charges de secrétaire trésorier et directeur général. Il est proposé que le conseil, conformément au Code municipal du Québec, désigne Maître Farran, secrétaire trésorière adjointe et directrice générale adjointe pour exercer les devoirs de secrétaire trésorière et directrice générale par intérim, rétroactivement au 6 juin 2018, jusqu'à ce que la vacance à ces charges soit remplie, et ce, aux conditions énoncées à l'échelon 6 de la grille salariale des employés cadres pour l'année 2018. Je propose. Je veux juste préciser que le processus d'embauche va débuter soit cette semaine ou la semaine prochaine, et c'est un délai d'environ 3 mois. Alors, ça va prendre 3 mois pour trouver un nouveau ou une nouvelle directrice générale. Donc, pendant l'intérim, c'est donc l'équipe de cadre qui assure la direction avec Maître Farran comme directrice générale par intérim. En 2.10, nous avons une autorisation de signature. Donc, attendu la vacance au poste de directeur général, attendu que ce faisant, il est requis de modifier la résolution qui vise à autoriser les signataires pour certains documents municipaux, attendu les dispositions du Code municipal sur la question des pouvoirs du directeur général adjoint et du secrétaire trésorier adjoint. Il est proposé donc que Mme Poulain, Mme Forget ou M. de Montigny, ainsi que Maître Farran ou M. Ouellette, donc directrice générale par intérim et directeur de la trésorerie, soient autorisés à signer conjointement pour et au nom de la municipalité tout chèque et autres documents bancaires qui sont relatifs à l'administration de la municipalité, ainsi que les procès-verbaux, les règlements, les contrats qui impliquent une dépense de plus de 25 000 et autres documents de même nature autres que bancaires qui sont relatifs à l'administration de la municipalité. Et malgré ce qui précède, le conseil municipal a autorisé les fonctionnaires à signer seuls les contrats et autres documents de même nature, autres que bancaires, dans leur champ de compétences et en respect des limites financières, conformément aux dispositions du règlement 700 qui établit la délégation de pouvoir à certains fonctionnaires, et que la présente résolution remplace la résolution adoptée précédemment, soit 18-04-154, ainsi que toute autre résolution relativement aux autorisations de signature pour les documents bancaires, procès-verbaux, règlements et autres documents administratifs. Je propose. En 2.11 et 2.12, nous avons 2 résolutions qui sont adoptées par plusieurs municipalités au sein de la MRC des Laurentides et au sein de toutes les MRC là, concernant l'hôpital de Saint-Jérôme. Lorsqu'on agit ainsi, on veut passer un message clair, fort au gouvernement. Alors, la première concerne l'hôpital Saint-Jérôme, régional de Saint-Jérôme. Vous avez peut-être entendu cette semaine, il y a eu plusieurs reportages sur l'état de vétusté de l'hôpital de Saint-Jérôme. Alors, on se réunit toutes ensemble, les municipalités, pour envoyer justement un message clair. Alors, la résolution se lit donc ainsi, oui. Attendu que l'Association des médecins professionnels pour l'avancement de l'hôpital de Saint-Jérôme a sollicité l'appui de la municipalité. Attendu que depuis son ouverture en 1940, l'hôpital régional de Saint-Jérôme poursuit sa mission de prestation de soins et de services de santé en réponse aux besoins de la population du Grand Saint-Jérôme et de l'ensemble de la région administrative des Laurentides, et ce, à titre d'hôpital régional. Attendu que la population des Laurentides était de 319 000 personnes en 1986 et qu'en 2017, elle a atteint plus de 609 000 personnes. En 2025, il est prévu que la population soit de 670 000 personnes. Attendu que l'hôpital régional de Saint-Jérôme dessert l'ensemble des MRC des Laurentides au niveau d'un vaste éventail de spécialités médicales et chirurgicales qui permettent d'offrir à la population de nombreux services spécialisés dans la région. Attendu qu'il est établi dans la région et sous-financé par le gouvernement du Québec en matière de santé depuis plusieurs années, considérant la croissance de la population et son vieillissement. Et attendu que le 22 décembre 2017, le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides a déposé un projet de modernisation et d'agrandissement de l'hôpital de Saint-Jérôme, totalisant 400 millions au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Il est proposé que le Conseil demande au gouvernement du Québec un engagement formel de procéder à la modernisation et à l'agrandissement de l'hôpital régional de Saint-Jérôme, que le Conseil demande au gouvernement du Québec la modernisation et l'agrandissement de l'hôpital régional au plan québécois des infrastructures 2015-2025, et que la présente résolution soit transmise à M. Philippe Couillard, le premier ministre du Québec, à M. Gaétan Barrette, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Pierre Arcan, le président du Conseil du Trésor, Christine Saint-Pierre, la ministre responsable de la région des Laurentides, ainsi qu'à Marc Boursier, le député de Saint-Jérôme,
et que la présente résolution soit également transmise à M. François Foisy, qui est le président du général du SSS des Laurentides, ainsi qu'au préfet et maire des Laurentides. Je propose. En 2.12, nous avons l'appui de la MRC des Laurentides, à la MRC des Laurentides pour le plan d'aménagement forestier intégré opérationnel, le PAFIO. Attendu la résolution 2018-04-74-55 adoptée par la MRC des Laurentides pour le dépôt d'un mémoire sur le plan d'aménagement forestier intégré opérationnel du ministre des Forêts, de la Faune, des Parcs. Voilà. Attendu que les piliers du développement économique de la MRC sont l'industrie touristique et la villégiature. Attendu que les terres publiques visées par le PAFIO, soit le plan d'aménagement forestier intégré opérationnel, sont présentés par le ministère, représentent plus du 5e de la superficie du territoire de la MRC des Laurentides. Attendu la proximité des terres publiques par rapport au territoire municipalisé. Attendu que les interventions forestières sur les terres publiques ont des impacts directs sur les communautés et sur l'environnement naturel et visuel du territoire, sur la sécurité et la qualité de vie des citoyens et sur les infrastructures routières municipales. Attendu la problématique majeure soulevée par plusieurs municipalités de la MRC relativement aux impacts environnementaux et financiers du transport forestier sur les infrastructures locales. Attendu les recommandations du comité interne de la MRC des Laurentides pour l'analyse concernant les chemins à double vocation et sur les impacts du transport forestier sur les chemins locaux. Attendu l'expertise développée par la MRC des Laurentides en matière d'aménagement durable de la forêt dans le cadre de la gestion des terres publiques intramunicipales. Attendu les constats observés sur les terres publiques par la MRC des Laurentides au cours des dernières années quant au respect des saines pratiques d'aménagement forestier environnemental et au niveau de l'encadrement des différentes interventions par le ministère. Attendu que la municipalité veut qu'il soit favorisé sur les terres du domaine de l'État le développement et l'utilisation optimale des diverses ressources de la forêt dans le cadre d'une exploitation durable, en respect avec les attentes et les besoins de la communauté. Il est proposé que le conseil municipal appuie la MRC des Laurentides dans le cadre du dépôt auprès des instances gouvernementales de son mémoire sur le plan d'aménagement forestier intégré opérationnel 2018-2023 et que la résolution soit transmise aux directions régionales du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, du ministère des Transports, du ministère du Développement durable et de la lutte au changement climatique, au ministre de ces ministères, à la ministre déléguée de la région des Laurentides, ainsi qu'aux députés d'Argenteuil, Bertrand et de Labelle. Je propose. Alors, c'est vraiment pour influencer les décideurs à d'autres instances gouvernementales concernant la gestion durable de nos forêts. Si vous souhaitez consulter ce mémoire-là, il est disponible sur le site de la municipalité. Alors, c'est le mémoire de la PAFIO. En 2.13, nous avons l'affectation d'une somme à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Attendu qu'il est requis de s'approprier des sommes à même l'excédent de fonctionnement non affecté pour les affecter au compte gestion financière et administration, et ce, afin de suppléer à des dépenses qui n'étaient pas prévues lors de l'adoption du budget pour l'exercice financier 2018, il est proposé que le Conseil s'approprie la somme maximale de 118 841,52 à même l'excédent de fonctionnement non affecté de la municipalité. Je propose. En 2.14, nous avons la création d'un comité de liaison avec le conseil d'administration du marché public. Attendu que le conseil municipal désire évaluer les événements de la dernière année relatifs au marché public des Laurentides, attendu que le conseil d'administration du marché désire également prendre part à cette démarche, il est proposé que le conseil municipal crée le comité de liaison entre la municipalité et le conseil d'administration du marché public des Laurentides dans le but d'évaluer les événements de la dernière année et de définir un partenariat qui réponde aux objectifs et aux besoins des deux organisations, et que le conseil municipal nomme messieurs les conseillers Guy Séguin, Mathieu Boutillette et Carl de Montigny pour siéger au sein du comité de liaison. Je propose. Comme nous l'avons plusieurs fois mentionné, l'idée de s'asseoir avec le marché là, pour évaluer les événements, comme c'est bien expliqué là dans la dernière année, c'était une décision qui est prise depuis quelques semaines déjà. Cependant, dernièrement, nous avons surtout été préoccupés par l'aménagement de la place publique pour répondre aux besoins là, du marché qui allait ouvrir. Et puis aussi, on a évalué, ça nous a permis entre autres d'évaluer ce qui reste à faire. On est encore dans les aménagements et la définition des sommes et des frais qui sont à payer, qui ne sont pas inclus dans le protocole d'entente avec le marché. Alors, cette démarche-là va nous permettre de s'asseoir et d'évaluer ensemble l'impact du protocole d'entente et des nouveaux éléments à considérer. En 2.15, nous avons l'autorisation de signature d'une quittance.
Attendu que le ou le 24 août 2017, la municipalité a reçu une réclamation provenant de M. Kinya Ishikawa pour des dommages qu'il prétend avoir subis. Attendu que le conseil municipal désire mettre un terme à tout litige possible entre la municipalité et M. Ishikawa, et ce, sans admission ni reconnaissance des parties quant à leur responsabilité, évitant ainsi la judiciarisation de la réclamation. Attendu qu'il est primordial pour le conseil de préserver la collaboration qui existe entre la municipalité et M. Kinya Ishikawa. Il est proposé que le conseil mandate le cabinet d'avocats Bélanger-Sauvé afin que soit préparée une transaction équitance et prenne les dispositions requises afin de donner plein effet à la présente. Que le conseil autorise la mairesse et directrice des affaires juridiques à signer la transaction équitance à intervenir entre la municipalité et M. Ishikawa, concluant ainsi le dossier de réclamation portant le numéro 1611-027 et que le conseil s'approprie la somme maximale de 10 000 à même l'excédent de fonctionnement non affecté de la municipalité. Alors, je vais demander le vote et je vais faire une courte explication. Lorsque cette résolution-là est apparue, j'ai consulté les documents qu'il y avait, qui étaient joints à ça. Et je ne vois pas ici que la municipalité a fait une faute. Monsieur prétend avoir subi, oui, un dommage, comme vous pouvez le voir, la première attendue, mais c'est une prétention. Et je pense que, en droit, en tout cas, il faut toujours bien, si on le prétend, montrer la cause puis vraiment le dommage. Et en la deuxième attendue, c'est que le conseil, c'est comme mettre un terme à tout litige possible. Pas sûr qu'il y en a de litige, mais on a peur, fait que pour s'éviter ça, on accepte de payer. Alors, pour moi, ici, c'est d'ouvrir une porte à d'éventuelles réclamations où qu'on aura juste à prétendre avoir subi quelque chose, puis nous autres, on aura juste à avoir un petit peu peur d'aller à la cour pour pouvoir payer. Alors, c'est mon explication. Ici, moi, ce que j'ai vu dans les documents, c'est que la municipalité, il n'y en a pas de faute. Et on ne m'a pas prouvé cette faute-là. Et je suis incapable de voter. Alors, le vote est ouvert. Alors, je vais demander le vote. Donc, qui est pour que la résolution telle qu'elle est proposée? Qui est pour? Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et qui est contre? Une personne. Merci. En 2.16, nous avons l'autorisation de signature pour le protocole d'entente 92-97-8246. Donc, attendu que la compagnie 92-97-8246 Québec Inc., qui est présentement propriétaire de l'eau au cadastre du Québec, qui constitue l'assiette du lac La Sapinière, et anciennement, donc un lot également qui est anciennement l'hôtel La Sapinière. Attendu que des sentiers de randonnée pédestre et de vélos de montagne ont été aménagés par la municipalité et passent sur ces deux lots. Attendu l'utilisation de la paroi de la montagne pour y faire de l'escalade. Attendu que Québec Inc. est présentement propriétaire des deux lots et que ces lots sont utilisés par la municipalité à des fins de parc. Il est proposé que le conseil mandate la firme Bélanger-Sauvé afin que soit négociée une entente portant sur un droit d'accès temporaire pour l'utilisation et l'entretien des parcs, des sentiers aménagés et l'utilisation de la paroi de la montagne pour y faire de l'escalade sur les lots qui appartiennent à Québec Inc. et que le conseil municipal autorise la mairesse et directrice des affaires juridiques à signer le dit protocole d'entente. Je vais demander le vote là-dessus. Et je la demande, en fin de compte, c'est que la résolution elle nous est apparue tantôt. Ce que j'aimerais, enfin, en faisant ça, cette intervention-là, c'est que nos résolutions soient comme sur le plan 24 heures à l'avance, qu'on les ait à l'avance. Alors, je demande le vote. Qui est pour cette résolution telle qu'elle est présentée? Moi, je pense que je vais me retirer parce que ça parle d'escalade. Puis, comme tout le monde sait, Alors, Mme Forget va se retirer parce que ça concerne, entre autres, la pratique de l'escalade. Et puisque elle a déclaré des intérêts à ce sujet, elle se retire. Et je demande le vote concernant cette résolution. J'expliquerai par la suite la raison pour laquelle cette résolution est apparue. Mais enfin, c'est que les résolutions sont arrivées comme à la dernière minute. Et comme on s'est fait déjà avoir là-dessus, nous autres, les anciens conseillers, j'ai le goût d'être prudente là-dedans, puis de voir les documents. Alors moi, je demande qu'on voit les documents comme c'est posé d'être, 24 heures à l'avance. OK. Ce qui est arrivé concernant ce dossier-là, c'est que en ce moment,
Il y a un protocole d'entente qui est reconduit depuis que le territoire appartient et a été vendu à une propriétaire qui est Madame Baudry, qui a annoncé ce printemps la création, en fait, le démarrage du projet de spa sur le territoire de la Sapinière. Habituellement, ce protocole d'entente-là était reporté de saison en saison, ce qui nous permet à la municipalité d'utiliser les sentiers qui sont sur... En fait, il y a une partie du parc qui appartient à Mme Baudry, qui est située sur ces terrains. Donc, ce protocole-là nous permet d'utiliser et d'avoir accès au parc et d'utiliser les sentiers et les parois d'escalade. Ce qui est arrivé, c'est que dernièrement, Mme Baudry est donc en train de monter son projet et d'avoir des discussions avec des promoteurs. Elle est en train de monter son projet et dans ce cadre-là, il est absolument impératif pour elle de respecter toutes les règles de l'art dans le cadre administratif de son projet. Et elle nous a relancé pour que ce protocole-là soit signé. Et elle a donc mandaté une firme d'avocats pour s'assurer que, au lieu de le reconduire comme on faisait habituellement, pour s'assurer que ce qui est à l'intérieur de ce protocole-là soit conforme à ses attentes et objectifs. Nous, de notre côté, c'est une priorité pour le Conseil de préserver l'accès aux sentiers du parc. Alors, nous avons aussi mandaté notre firme d'avocats. Et aujourd'hui, Mme Baudry m'a téléphoné parce qu'il y a une urgence pour signer le protocole d'entente. Alors, je l'ai soumis au Conseil. En fait, j'ai demandé à Maître Farrand de l'ajouter à la séance de ce soir. Je croyais avoir expliqué à tout le monde ce qu'il en était. Effectivement, c'est une résolution de dernière minute parce qu'il y a une demande et il y a effectivement une considération en ce moment à ce sujet-là. Est-ce que c'est le territoire qui s'en va vers la Chico? Oui, c'est effectivement toute cette section-là du parc qui est située sur le terrain de Mme Baudry, c'est-à-dire le terrain de l'ancienne sapinière. Non, mais c'est parce que si on ouvre la porte à ça... En période de questions. Bien, écoutez, en fait, on va finir comme ça, parce que là, si on ouvre la porte, tout le monde lève la main. Là, Et donc, je vais donc demander le vote pour cette résolution. Alors, qui est pour cette résolution? Tout le monde est contre? D'accord. Alors, on va donc reporter la résolution. On se rend en 2.17 concernant le mandat donné à Bélanger-Sauvé. On va attendre Mme Forget. En 2.17, nous avons un mandat donné à Bélanger-Sauvé, attendu que la municipalité a reçu une demande en homologation d'une transaction dans le litige l'opposant à l'employé 14-0003. Il est proposé que le conseil municipal mandate la firme d'avocats Bélanger-Sauvé pour représenter la municipalité dans le litige l'opposant à l'employé 14-0003. Je propose. Vous avez remarqué que ça fait 2 fois qu'on nomme des employés par des numéros. La loi sur l'accès à l'information nous exige de procéder ainsi. On ne peut pas discuter des dossiers d'employés par leur nom. Alors, c'est tout ce qui est nominatif, nous n'avons pas le droit de le partager publiquement. C'est pour ça que tout le dossier, entre autres, du départ de M. Généreux, n'est pas les précisions nominatives et techniques de ce dossier-là ne peuvent pas être divulguées. Nous passons donc à la section Finances et Trésorerie. En 3.1, nous avons la ratification du journal des déboursés. Donc, il est proposé que le journal des décaissements pour la période du 1er au 31 mai, tel que soumis par le directeur de la Trésorerie, soit ratifié au montant d'1 289 641,52. Je propose. En 3.2, nous avons l'annulation de plusieurs soldes
résiduaire de règlement d'emprunt. Donc, attendu que la municipalité a entièrement réalisé l'objet des règlements dont la liste apparaît à l'annexe, selon ce qui était prévu, et je vais les nommer ensuite. Attendu qu'une partie de ces règlements a été financée de façon permanente, attendu qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de l'emprunt approuvé par le MAMO et qui ne peut être utilisé à d'autres fins, attendu que le financement de ces soldes n'est pas requis, que ces soldes ne devraient plus apparaître dans les registres du ministère et qu'il y a lieu donc de modifier les règlements d'emprunt identifiés à l'annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l'emprunt et s'il y a lieu, approprier une subvention ou une somme qui provient du Fonds général de la municipalité et que le conseil municipal modifie les règlements de la façon suivante, donc par le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt par les montants qui sont nouvellement indiqués sous nouveau montant de la dépense et nouveau montant de l'emprunt, par l'ajout d'une disposition au règlement qui prévoit qu'aux fins d'acquitter une partie de la dépense, la municipalité affecte son fonds général, et par la modification de la disposition relative à l'affectation d'une subvention en y indiquant le montant qui sera donc affecté provenant d'une subvention, que le Conseil informe le MAMO que le pouvoir d'emprunt des règlements identifiés à l'annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements, que le Conseil demande au MAMO d'annuler dans ses registres les sols résiduaires qui sont mentionnés et qu'une copie soit transmise au MAMO. Il s'agit donc, si vous permettez que je prenne un instant pour ouvrir l'annexe, des règlements 652, 670, 697 et 701. 697 étant le règlement des jets bleus et 701 l'achat des bacs. Quant aux deux autres, je devrais faire certaines vérifications si vous le désirez pour vous le confirmer. Pardon? Est-ce que vous voulez que je vous revienne là, avec les autres numéros de règlement là, pour qu'on puisse... je pourrais les faire mettre sur le site web de la municipalité demain matin pour qu'on puisse savoir quels sont les soldes résiduels des règlements qui sont annulés par la présente. Oui. Alors, est-ce que quelqu'un propose? Je propose. En 3.3, nous avons les règlements. En fait, nous devons. Je m'excuse, j'essaie de le dire de façon simple. C'est que nous allons financer certains règlements d'emprunt. Voilà, donc les règlements d'emprunt qui sont donc financés temporairement et qui ont été aujourd'hui financés de manière permanente. Donc, la municipalité émettra une série d'obligations pour un montant total de 4 796 000 qui sera réalisé le 26 juin 2018. Donc, pour les règlements 573, 501, 597, 573, 654, 655, 692, 707 et 716. Est-ce que je vous dicte les montants? Donc, 573 à 181 700, 501 à 81 600, 597 à 23 200, 573 à 36 700, 654 à 238 700, 655 à 159 500, 692 à 1 24 749, ainsi que 599 851, 707 à 450 000 et 716 à 2 millions. Il a donc lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence et conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux pour les fins de cette émission d'obligations, la municipalité souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements et que la municipalité avait le 18 juin 2018 un emprunt au montant de 721 400 sur un total de 1 467 400 et que cet emprunt n'a pas été renouvelé. Il y aura donc l'émission d'obligations le 26 juin 2018 qui inclut tous les montants requis et qu'il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunt. Et là, je vais vous lire une longue résolution. Que les règlements d'emprunt qui sont indiqués au premier alinéa soient financés par obligation, conformément à ce qui suit, soit que les obligations soient une obligation par échéance, soit datée du 26 juin 2018, et que les intérêts soient payables semi-annuellement le 26 juin et le 26 décembre, que les obligations ne soient pas rachetables par anticipation, mais qu'elles puissent être achetées avec le consentement des détenteurs, que les obligations seront immatriculées au service de dépôt et de compensation, et que ce service agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription, agent détenteur, agent payeur et responsable des transactions, tel qu'il est décrit dans un protocole d'entente avec le MAMO,
que l'agent inscripteur procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation et que le Conseil autorise le secrétaire trésorier à signer les documents qui sont requis et que l'agent inscripteur effectuera également les paiements de capital et d'intérêt à la Caisse populaire de Sainte-Agathe-des-Monts et que ces obligations soient signées par la mairesse et le secrétaire trésorier et qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital qui sont prévus pour les années 2024 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans au lieu du terme prescrit pour les amortissements, et que compte tenu de l'emprunt par obligation du 26 juin, le terme original des règlements d'emprunt soit prolongé de 8 jours. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Merci. En 3.4, en fait, ce sont les, Maître Ferrand, ce sont les règlements d'emprunt de la municipalité qui sont qui s'effectuent depuis quelques années. Alors, on va les financer. Il y avait là-dedans des règlements, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les dernières assemblées, on avait renouvelé des règlements, des financements temporaires, ce qui coûte assez cher à la municipalité. Alors, ça va être pour le financement là, à moyen terme là, sur l'échéance qui est déterminée de ces règlements d'emprunt-là. Ce que je vous propose, Madame la mairesse, pour cette résolution ainsi que pour la résolution précédente pour la bonne compréhension des citoyens, c'est qu'on pourrait tout simplement faire une liste avec les numéros et les titres de règlement pour permettre aux gens de savoir là, où on en est dans le financement de nos règlements d'emprunt. Je pourrais rendre cette liste disponible d'ici la fin de la semaine sur le site web de la municipalité. Effectivement, et c'était d'ailleurs un souhait du Conseil de rendre public et accessible un document qui explique le service de la dette. Alors, c'est toujours un projet du Conseil de le faire là, parce que le service de la dette est un élément important de notre budget. Alors, je vous confirme qu'on ne l'a pas oublié et qu'éventuellement, ça va être disponible, un tel document, sur le site de la municipalité. Mais merci pour la proposition. Ça va être disponible sur le site, donc, la liste des règlements d'emprunt qui vont être financés. Le taux du financement, on va l'avoir demain? Oui, d'accord. Donc, toujours dans cette série d'émissions d'obligations pour les règlements d'emprunt que je vous ai nommés précédemment, en 3.4, il s'agit d'adjuger les émissions d'obligations à la suite des demandes de soumission publique. Il faut comprendre que c'est le ministère qui procède donc aux appels d'offres pour ces émissions d'obligations et qui nous transmet les résultats. Donc, la municipalité, elle a demandé par l'entremise d'un système électronique de publier des résultats de titres d'emprunt qui sont émis pour les fins de financement municipal pour la vente d'une série d'émissions d'obligations au montant de 4 796 000. Nous avons reçu les soumissions détaillées aujourd'hui, que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par firme financière Banque nationale est la plus avantageuse. Il est donc proposé que l'émission d'obligations au montant de 4 796 000 de la municipalité soit adjugée à firme financière Banque nationale Inc., que demande soit faite à ce dernier de mandater le service de dépôt et de compensation pour l'inscription en compte de cette émission, que ce service de dépôt agisse au nom des adhérents comme les agents inscripteurs, agents détenteurs, agents payeurs et responsables des transactions, tel qu'il est décrit dans le protocole signé avec le MAMO, et que ce service de compte procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales. Et à cet effet, le Conseil autorise le directeur de la Trésorerie à signer les documents requis et que la mairesse et le directeur de la Trésorerie soient autorisés à signer les obligations qui sont couvertes par cette émission, soit une obligation par échéance. Je propose. Nous allons donc dans le département des travaux publics pour la recommandation de paiement concernant le groupe électrogène au puits Saint-Adolphe. Donc, il s'agit de libérer la retenue finale pour conformément à la recommandation de paiement du 22 mai 2018 qui a été transmise par Tony Fichera, qui est un ingénieur de la firme de DWB Consultant, relativement à la libération de la retenue pour le groupe électrogène au puits Saint-Adolphe. Il est proposé que le Conseil autorise le service de la Trésorerie à acquitter à Normec Construction la somme de 5 699,9 $, taxes incluses. Je propose. Également, une recommandation de paiement pour Uniroc Construction en 4.2. Donc, il s'agit du premier décompte progressif pour les travaux de pavage, le programme de réfection routière. Il est attendu la recommandation datée du 6 juin 2018, rédigée par M. Jean-Michel Dufort, ingénieur junior de la firme Équipe Laurence, relativement au paiement numéro 1 pour des travaux de voirie 2018, que le Conseil autorise le service de la Trésorerie
à acquitter à Uniroc Construction Inc. une somme de 446 766,95 taxes incluses. Je propose. En 4.3, l'adjudication pour un contrat de Pierre Concassé. Donc, attendu l'appel d'offres sur invitation qui est effectué concernant la pierre Concassé, attendu que l'ouverture des soumissions s'est tenue le 11 juin et que seule une firme a déposé une soumission, soit Gelco Construction Inc., pour du MG20 13,80 la tonne métrique et MG56 13,51 la tonne métrique. Le Conseil accepte la soumission présentée par Gelco comme étant conforme et adjuge donc le contrat Gelco au montant approximatif de 13,80 par tonne métrique pour la pierre MG20 et 13,51 pour la pierre MG56, taxes incluses, le tout conformément à la soumission reçue. Je propose. Dans la section urbanisme et environnement, nous avons une autorisation pour une demande de permis. Donc, il s'agit d'une demande pour laquelle je crois que M. Giasson devra se retirer, s'il le veut bien. Ah oui. Donc, il s'agit donc de la demande de M. Giasson pour un permis de lotissement, que le Conseil doive se prononcer quant à la cession pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel qui est exigé, que cette cession doit être versée en argent qui représente 10 de la valeur de l'immeuble ou en terrain qui représente 10 de la superficie et que cette cession est une condition à l'émission du permis de lotissement. Il est proposé que le Conseil accepte la contrepartie en superficie du lot 6 138 602 en lien avec la demande de permis pour la cession à des fins de parc, de terrain de jeu et d'espace naturel qui représente 10 de la superficie de terrain assujetti, soit 237,2 mètres carrés. Que le Conseil mandate Maître Pagé pour préparer l'acte de cession par M. Giasson et Mme Mathieu à la municipalité, que les honoraires ainsi que les frais de publication de cette cession soient assumés en part égale entre les parties et que la mairesse et directrice des affaires juridiques soient autorisées à signer tous les documents pour donner plein effet et que cette résolution n'exempte pas le demandeur d'obtenir les permis et certificats requis le cas échéant. Je propose. En 5.2, nous avons aussi une autorisation pour une cession à des fins de parc. Donc, il s'agit d'une demande de M. Yves Croteau pour un permis de lotissement, que le Conseil doit évidemment toujours se prononcer en vertu du règlement de lotissement, que cette cession doit être versée en argent ou en superficie et qu'elle est une condition à l'émission du permis de lotissement. Donc, dans ce cas, il s'agit pour le Conseil d'accepter la contrepartie en argent pour la cession à des fins de parc, de terrain de jeu et d'espace naturel sur la base de l'évaluation foncière qui représente un montant de 12 870 et que cette résolution n'exempte pas le demandeur d'obtenir les permis et certificats d'autorisation requis. Je propose. En 5.3, également une autorisation pour des cessions à des fins de parc. Donc, une demande de M. Michel Hébert pour un permis de construction. Le Conseil doit également se prononcer quant à la cession pour fin de parc qui est exigée en vertu du règlement de zonage, que cette cession doit toujours être versée en argent ou en superficie et qu'elle est toujours une condition à l'émission du permis de construction. Le Conseil accepte donc la contrepartie en argent pour cette demande quant à la cession de fin de parc sur la base de l'évaluation foncière pour un montant de 6 260. Que le Conseil avise toutefois le demandeur que cette contrepartie est acceptée uniquement afin que le permis du demandeur puisse y être émis, l'informant du fait qu'une négociation sera entamée incessamment afin de conclure une entente visant la protection du sentier de ski de fond 23, la Belle Étoile. Que le Conseil informe le demandeur qu'à défaut par les parties d'avoir convenu d'une entente d'ici le 31 décembre 2018, les procédures légales d'expropriation seront entamées et que cette résolution n'exempte pas le demandeur d'obtenir les permis et certificats requis. Je propose. En 5.4, nous avons une demande de construction sur le chemin des Boisés champêtres. Donc, pour cette demande qui vise le lot 4 588 635 sur le chemin des Boisés champêtres, il s'agit d'une demande de M. Guillaume Tessier. La localisation de la construction sur le site est planifiée de manière à minimiser son impact visuel à partir du bassin visuel stratégique et des corridors touristiques. Que l'aménagement du terrain assure la préservation des arbres matures et des espaces boisés tout en étant adapté à la morphologie du site et à l'environnement naturel. Que cette demande respecte les objectifs prescrits par le règlement sur les PIA. Et donc, que le Conseil accepte le projet de construction qui est démontré sur les plans reçus et sur le plan projet d'implantation, à la condition que l'allée véhiculaire privée, incluant les cases de stationnement hors rue, soit implantée en cour latérale droite
et soit composé d'une surface perméable, c'est-à-dire du pavé perméable, alvéolé, gazon, béton ou asphalte poreux, gravier et gazon. Je propose. Parfait. Alors, vous allez remarquer qu'on a demandé des stationnements en surface perméable. Le Conseil est très sensible à la gestion des eaux de ruissellement et selon nous, en fait, c'est démontré que lorsqu'on imperméabilise le sol, ça nuit finalement à la gestion des eaux de ruissellement. Alors, le stationnement, la surface perméable permet finalement que l'eau puisse s'infiltrer à travers le sol et ça permet une meilleure gestion du ruissellement des eaux, qui est un problème avec les changements climatiques et le développement du territoire, entre autres. En 5.5, nous avons une demande de construction encore sur les boisés champêtres. Donc, il s'agit d'une demande de M. Dominique Goulet sur le lot 2 989 285, toujours sur le chemin des boisés champêtres. Il est attendu que la localisation de la construction sur le site est planifiée de manière à minimiser son impact visuel à partir du bassin visuel stratégique et des corridors touristiques, que l'implantation des bâtiments doit favoriser l'utilisation du solaire passif et être à l'abri des grands vents, que l'aménagement du terrain assure la préservation des arbres matures et des espaces boisés, tout en étant adapté à la morphologie du site et à l'environnement naturel, attendu que la demande respecte les objectifs et critères du règlement sur les PIA. Le Conseil accepte le projet de construction tel que démontré sur tous les documents reçus, à la condition que l'allée véhiculaire privée, incluant les cases de stationnement en rue, soit composée d'une surface perméable, soit les matériaux précédemment mentionnés, et que le Conseil recommande également de prendre en considération l'ensoleillement du terrain lors de la construction du bâtiment principal. Je propose. 5.6, une autre demande de construction au boisé champêtre. Donc, il s'agit cette fois d'une demande de Mme Josée Bigra de Habitation Val-David pour un projet de construction sur le lot 2 993 463, toujours sur le chemin des boisés champêtres. Attendu que la localisation de la construction sur le site est planifiée de manière à minimiser son impact visuel à partir du bassin visuel stratégique et des corridors touristiques, que l'aménagement du terrain assure la préservation des arbres matures et des espaces boisés tout en étant adapté à la morphologie du site et à l'environnement naturel, et que cette demande respecte les objectifs et critères prescrits par le règlement sur les PIA. Il est proposé que le Conseil accepte le projet de construction tel que démontré sur les documents reçus, à la condition que l'allée véhiculaire privée, incluant les cases de stationnement en rue, soit composée d'une surface perméable des matériaux mentionnés précédemment. Je propose. En 5.7, nous avons une demande de construction sur le chemin de la rivière. Donc, il s'agit d'une demande de M. Thierry Fizette sur des travaux de construction sur le lot 2 990 834, attendu que l'implantation du bâtiment s'intègre au milieu naturel, soit la topographie, la végétation, les boisés, tout en favorisant des méthodes de construction qui minimisent les travaux de remblai et de déblai, que la demande respecte les objectifs et critères prescrits par le PIIA et que le Conseil accepte donc le projet de construction qui est démontré sur les plans reçus en date du 30 avril 2018. Je propose. En 5.8, une demande de construction sur la rue du Bois. Donc, il s'agit d'une demande de M. Louis-Philippe Lambert concernant un projet de construction sur le lot 2 993 542 sur la rue du Bois. Attendu que la localisation de la construction sur le site est planifiée de manière à minimiser son impact visuel à partir du bassin visuel stratégique et des corridors touristiques, que l'aménagement du terrain assure la préservation des arbres matures et des espaces boisés, tout en étant adapté à la morphologie du site et à l'environnement naturel, et que cette demande respecte les objectifs et critères prescrits par le règlement sur les PIA. Il est proposé que le Conseil accepte le projet de construction qui est démontré sur les plans et documents requis, à la condition que l'allée véhiculaire privée, incluant les cases de stationnement en rue, soit composée d'une surface perméable, donc les matières déjà précédemment mentionnées, et que le Conseil avise toutefois le demandeur que le projet est accepté, malgré que le Conseil considère que l'implantation du bâtiment nécessitera d'importants travaux de remblai et déblai, et que des travaux de cette nature vont à l'encontre des principes d'aménagement en secteur montagneux, désirant que le demandeur s'assure d'en minimiser l'impact. Je propose. En 5.9, demande d'aménagement de terrain sur la route 117. Donc, il s'agit d'une demande de M. Simon Vanier pour des travaux d'aménagement de terrain au 1589 route 117. Attendu que les aménagements paysagers proposés doivent être prédominants par rapport aux espaces fonctionnels de circulation et de stationnement,
que l'entreposage extérieur et les équipements techniques doivent être dissimulés à l'aide d'aménagements paysagers ou d'écrans construits conçus avec des matériaux similaires aux matériaux de revêtement extérieur. Attendu que la superficie des aires de stationnement doit être réduite au maximum à l'aide d'aménagements paysagers et d'îlots de verdure afin de maintenir ces espaces à une petite échelle et de réduire les îlots de chaleur. Attendu que l'aménagement des aires de stationnement doit faire l'objet d'un aménagement paysager global en relation avec le caractère naturel, paysager et architectural du milieu d'intervention et qu'une attention particulière doit être apportée à l'aménagement paysager lorsque les aires de stationnement sont localisées en cours avant ou visibles de la route 117. Attendu que la demande ne respecte pas les objectifs et critères prescrits par le règlement sur les PIA, le Conseil refuse le projet d'aménagement de terrain tel que démontré sur les documents requis et exige que dans l'intervalle, l'aire d'entreposage extérieur en cour arrière soit sécurisée par l'installation d'une clôture temporaire d'une hauteur minimale de 1,2 m. Avant de proposer la résolution, j'aimerais attirer l'attention du Conseil sur le fait que la dernière phrase a été ajoutée aujourd'hui suite aux discussions que nous avons eues hier. Alors, est-ce que c'est pour signifier qu'on demande qu'il y ait une clôture temporaire d'une hauteur minimale de 1,2 m pour sécuriser le terrain par rapport aux voisins? Je propose. Parfait. Effectivement, tu peux le dire. Maître Farran, le dernier attendu, vous l'avez bien dit, mais il n'est pas écrit comme ça. Il faudrait peut-être juste le modifier. C'est écrit que ça respecte tous les objectifs et critères prescrits par le règlement sur les PIA. C'est une erreur, en fait. Donc, il ne respecte pas tous les objectifs et les critères prescrits par le règlement sur les PIA. En fait, la demande de la clôture temporaire, c'est qu'il y a eu une demande d'aménagement du terrain qui a été faite concernant ce bâtiment-là. Et puis, on demande donc de faire l'aménagement en respectant les plans qui avaient été déposés. Ceux qui sont maintenant déposés, ils ne sont pas acceptés, comme vous avez pu le constater. Cependant, nous avons reçu une demande de la part du voisinage pour qu'il y ait une... en fait, c'est une plainte là, concernant le fait qu'il n'y a pas d'aménagement encore. C'est pour ça que le Conseil a demandé l'installation d'une clôture temporaire en attendant l'aménagement final. En 5.10, pardon, nous avons une demande. En fait, nous avons 5 demandes de dérogation mineure sur le chemin de la Vallée Bleue et Maître Farran va les regrouper ensemble. Une fois qu'elle aurait fait la lecture, je demanderai s'il y a des précisions de la part des citoyens présents. Donc, il s'agit de 5 demandes de M. Manfred Lingat relativement au 14-18 chemin de la Vallée Bleue, soit le lot 2 988 916, soit la première demande visant 2 objectifs, permettre l'empiètement du bâtiment principal dans la marge avant de 6,36 m, alors que le règlement de zonage prescrit une marge avant de 10 m. Également, de permettre l'empiètement du bâtiment principal de 3,25 m dans la rive et l'empiètement de la passerelle de 10 m dans la rive, alors que le règlement de zonage interdit toute construction, tout ouvrage et tous travaux dans la rive de 10 m. Il s'agit de permettre l'empiètement du bâtiment principal dans la marge avant de 2,37 m et un empiètement dans la marge latérale de 2,36 m, alors que le règlement de zonage prescrit une marge avant de 10 m et une marge latérale de 5 m dans cette zone, soit REC 03. Il s'agit également de permettre l'empiètement du bâtiment accessoire, soit le garage, de 7,70 m dans la rive, alors que le règlement de zonage interdit toute construction, ouvrage et travaux dans la rive de 10 m. Il s'agit également de permettre l'empiètement du bâtiment accessoire, soit la salle mécanique, de 4,73 m dans la rive, alors que le règlement de zonage numéro 601 interdit toutes les constructions et tous les ouvrages dans la rive de 10 m. Et je vais tout simplement, je m'excuse, aller voir le dernier pour m'assurer que je l'ai bien mentionné. Il s'agit également donc de permettre l'empiètement du bâtiment accessoire, soit la station de pompage, de 14 m dans la rive, alors que le règlement de zonage interdit toutes les constructions, ouvrages et travaux dans la rive de 15 m.
Alors, avant de vous donner la parole, vous aurez compris qu'il s'agit de la station de ski Vallée-Bleue. Il s'agit finalement de reconnaître la situation actuelle. Quand ça a été construit, ces règlements-là n'étaient pas en vigueur. Alors, c'est un état de fait que nous reconnaissons pour régulariser la situation. Est-ce que certaines personnes aimeraient prendre la parole à ce sujet-là? Alors, nous pouvons donc passer à l'adoption. Ah, pardon. Bonjour. Bonsoir, M. Paquin. Les dérogations mineures, 5, c'est beaucoup. Oui? Comme ça? Oui. OK. Quand il y a eu son permis de construction, ces règlements-là n'étaient pas en vigueur? Non. Alors, pourquoi... Ben, je ne pourrais pas le... Est-ce qu'on peut le confirmer? Non. Il n'était pas en vigueur et puis la municipalité a fait des recherches même pour trouver certains documents, puis ça date de tellement longtemps qu'il y en a une partie là, qu'on n'a jamais retrouvée. Puis, pourquoi il faut passer des dérogations mineures? Tout simplement parce que c'est en vente et puis que lors de la vente, ça doit être régularisé avec la nouvelle réglementation. C'est pour ça qu'il faut qu'on le fasse. Ouais, mais on le fait de façon standard. Par exemple, quand il y a une maison comme à la Belle Étoile, ça arrive régulièrement. Bien, quand il arrive pour vente, il faut que ça corresponde à la nouvelle réglementation. Oui, ça, je peux comprendre, mais je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas considéré comme des droits acquis à ce moment-là. Si c'est fait avant l'entrée en vigueur des règlements, on le voit souvent sur des certificats de localisation, c'est en vigueur, c'est construit avant l'entrée en vigueur des règlements et constitue par le fait même un droit acquis. C'est de cette façon-là qu'on reconnaît le droit acquis. C'est en le régularisant comme on le fait présentement. Ça ne peut pas se faire dans une batch, ça, le faire payer juste une fois, puis... Il paye pas pour ça? Ben oui, demande oui. Ben, 500 piastres chaque. Il me semble que... En tout cas... Ben, je comprends votre considération. Ouais. L'idée, ce serait de faciliter la situation pour les citoyens qui sont aux prises avec ce genre de... S'il était là avant les règlements, puis là, on le fait payer aujourd'hui. C'est la façon dont notre règlement à nous est fait, c'est qu'on doit charger, mais si le Conseil est d'accord, on pourra évaluer la situation pour les situations futures. C'était là avant, puis comme Mme Fogette disait, ça fait tellement longtemps que c'est fait. Mais ça me semble, je comprends le ultramar qu'il y a eu besoin de, je ne sais pas, 7-8 dérogations, mais ça, c'est avant construction. Mais quand c'est des choses qui sont déjà en place, il me semble que le règlement, il pourrait être... Effectivement, on peut reconsidérer le règlement actuel concernant le paiement des frais les frais de demande de dérogation, mais pour cette situation-là précise, c'est déjà en cours, donc c'est déjà... C'est sûr que c'est une bonne source de revenus pour la municipalité. Ah oui. Oui, c'est la même chose. Fait que, si je comprends bien, M. Paquin, vous êtes pour qu'on l'adopte, en tout cas, avec ou sans frais, là, vous êtes pour qu'on... Votre intervention concerne davantage un questionnement sur la nécessité de faire 5 demandes de dérogation et 5 fois payer les frais de demande de dérogation. Alors, si le Conseil est d'accord, on pourra en discuter là, de cette situation-là, mais pour ce cas précis-là, il est trop tard, il faut l'adopter tel quel ce soir. Alors, je ne suis pas contre l'adoption, là, mais je compte les frais. Là, parfait, je comprends. Alors, on pourra en discuter en caucus de cette question-là. Merci. Alors, on peut donc procéder. Je propose. Nous sommes donc rendus au point 5.15 concernant une dérogation mineure sur la rue du Tour-du-Lac. Donc, il s'agit d'une demande de Mme Micheline Pépin et M. Fernand Godbout relativement au 917 rue du Tour-du-Lac, afin de permettre l'empiètement du bâtiment principal de 0,33 mètres dans la marge latérale, alors que le règlement de zonage prescrit une marge latérale de 3 mètres dans la zone H32. Et attendu qu'il y a l'existence d'un préjudice sérieux pour les demandeurs et que cette dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins. Est-ce que quelqu'un aimerait donner une information
au conseil concernant cette demande-là. Alors, nous avons 2 personnes. Il faut attendre le micro pour que ce soit enregistré. Non, c'est parce que pour la captation vidéo, on a besoin du micro. Je suis le voisin immédiat. Juste un moment, M. Guy, on va d'abord entendre M. Paquin. Je ne sais pas quelle maison c'est, le 917 au Lac, mais est-ce que c'est une construction récente ou c'est une vieille construction? C'est vous qui étiez aussi suivi. Alors, est-ce que c'est une construction récente ou... Je ne m'en rappelle plus. Je ne voudrais pas vous raconter des mensonges, mais je pense que... monsieur, si on donne peut-être la parole OK. à M. Guy. Parfait. Ouais. M. Guy. Juste un moment, on vous donne le micro. C'est mes voisins immédiats. D'accord. J'ai visité la résidence. Ça fait au moins 10 ans que la construction a été faite au niveau de son balcon. Et il n'y a pas lieu de faire un gros chichi avec ça. Moi je ne m'oppose pas à cette dérogation-là. Excellent, merci. Donc, M. Paquin, est-ce que vous avez d'autres informations dont vous aimeriez nous faire part? Là, je suis plus situé au niveau de la bâtisse, mais ma question, comme M. Guy dit, ça a été fait il y a une dizaine d'années. Mm-hmm. Mais il y a eu un permis de construction pour le faire. Je Sûrement. présume. Oui. Alors, je ne sais pas les détails. C'est la même chose que dans d'autres endroits. Tu sais, les règlements changent. Alors, quand le permis a été émis, ça répondait à la demande. Maintenant, je présume que les gens veulent vendre. Quand ils repassent avec l'arpenteur, ça ne rentre plus dans la nouvelle réglementation. Puis, c'est pour ça que Il y a lieu de régulariser. Je comprends dans la- le changement de réglementation, sauf que au moment où il le fait, il a eu son permis pour le faire. Oui. C'est illogique, là. Oui, mais par la suite, on a changé la réglementation. Alors, Et ce c'est n'est le- plus conforme à la réglementation actuelle. Et lorsqu'on passe chez le notaire, ça prend des permis qui sont des plans qui sont conformes à la réglementation actuelle. Alors, on régularise la situation en adoptant cette demande-là. Là, il y a... Oui. Donc, si je comprends bien, on peut procéder à la proposition de la résolution. je propose. En 5.16, nous allons de l'avant avec l'autorisation pour l'achat de conteneurs à chargement avant. Donc, attendu que l'actuel contrat de collecte de matières résiduelles se terminera le 31 décembre 2018, que la municipalité se joindra à la Régie intermunicipale des Trois-Lacs à compter du 1er janvier 2019 pour la collecte des matières résiduelles, que la RITL a inscrit dans son entente une obligation que la municipalité fournisse des conteneurs à chargement avant, que la MRC des Laurentides, par regroupement d'achat, lancera un appel d'offres public afin d'obtenir les meilleurs prix possibles pour l'achat de conteneurs à chargement avant, et qu'en vertu du nouveau contrat de collecte des matières résiduelles, la municipalité doit procéder à l'achat de conteneurs à chargement avant. Il est proposé que le Conseil autorise l'achat des conteneurs suivants, soit 10 conteneurs de 8 verges, 6 conteneurs de 10, 1 conteneur de 6 verges, 8 conteneurs de 8 verges et 4 conteneurs de 10 verges, et que si la quantité si haut mentionnée est donc la quantité minimum qui est nécessaire pour l'instant et que cette dépense soit payée à même le fonds de roulement. Je propose. En 5.17, nous avons l'affectation du fonds de parc pour un projet de création de pistes récréatives. Donc, attendu que le conseil municipal désire implanter un projet pilote temporaire de pistes récréatives de style pump track au centre du village, que le conseil municipal considère que ce projet est attendu par plusieurs citoyens et qu'il aura des retombées positives sur le plan des saines habitudes de vie et sur le tissu social, il est proposé que le conseil s'approprie la somme de 10 000 à même le fonds de parc afin d'entamer le projet pilote d'implantation temporaire de pistes récréatives de style pump track au centre du village. Je propose. Quelques précisions concernant ce projet-là. Alors, oui, c'est juste que... OK, c'est ça, je vais préciser. Alors, le pump track, on a essayé de trouver la bonne définition francophone. Le pump track, c'est un circuit fermé de vélo
qui peut aussi être utilisé par des planches à roulettes et des trottinettes, sauf que là, dans ce cas-ci, ça va être en gravier. Donc, quand c'est en asphalte, c'est possible pour d'autres moyens de transport à roulettes. Ce projet-là n'est pas ficelé complètement. C'est une démarche en cours, une collaboration avec des citoyens qui ont proposé de faire l'aménagement à des coûts très minimes. Là. On parle donc d'un maximum de 10 000 $ qui sera puisé dans le fonds de parc, à côté du bâtiment de la mairie. Alors, on est encore à évaluer la possibilité de faire ce projet-là, les impacts de ce projet-là et donc de voir à comprendre tout ce projet-là dans son ensemble. Cependant, nous octroyons la somme de 10 000 $ du fonds de parc ce soir parce qu'il se peut que ce projet-là, si ça fonctionne, ça se fasse avant la prochaine assemblée de juillet. Alors, pour assurer les fonds, c'est donc ce soir qu'on va aller, qu'on autorise ce montant-là. Entre autres, parce que si ça se fait, il y aurait la terre du Hyundai qui serait utilisée. Donc, c'est pour ça qu'il y a un enjeu, là, qu'il y a un délai. Alors, le Conseil va se pencher très rapidement sur ce projet-là pour bien l'évaluer. Et donc, est-ce que vous aimeriez peut-être ajouter des informations? Bien, petite information à clarifier, cette somme-là qu'on s'octroie à même le fonds de parc, évidemment, si le projet ne voyait pas jour, va retourner au fonds de parc, va sans dire. Exactement. Non, les questions, c'est à la fin. Non, mais... Bien, c'est parce que quand il y a des dérogations mineures, on donne la parole au public concernant certaines informations qu'on pourrait considérer dans notre réflexion. Donc, est-ce qu'il y a d'autres informations à transmettre concernant le projet? C'est bon? Alors, en 5.18, non, on est rendu en 6 au loisir culture. Nous autorisons la prolongation. Nous autorisons la prolongation des heures d'ouverture du parc régional. Attendu la demande de plusieurs citoyens et du Club de plein air de Val-David pour prolonger les heures d'ouverture du parc régional Val-David-Valmorin pour la pratique d'activités en soirée. Attendu que les heures d'ouverture du parc régional sont présentement de 8h30 à 16h30. Attendu que ces heures d'ouverture devenaient une contrainte légale pour l'utilisation en soirée. Attendu la délégation de pouvoir de la MRC des Laurentides vers la municipalité en ce qui concerne la gestion du parc, notamment sur la question des heures d'ouverture. Attendu le désir du conseil municipal de revoir les heures d'ouverture pour la période estivale. Il est proposé que le conseil autorise la prolongation des heures d'ouverture du parc régional en fonction de l'horaire suivant, soit de 7h à 22h, que ces nouvelles heures d'ouverture entrent en vigueur à compter du 2 juin jusqu'au 31 octobre 2018 et que les heures d'ouverture du chalet Anne-Piché demeureront cependant les mêmes qu'à l'habitude. Je propose. Donc, ici, ce qui arrive, c'est qu'il y a des heures d'ouverture avec service au chalet Anne-Piché et nous reconnaissons le fait qu'il y a des citoyens qui utilisent le parc en dehors de ces heures d'ouverture-là. Et puis, c'est pour reconnaître cette situation-là. D'ailleurs, dans le même élan, on demande aux citoyens de se responsabiliser quant à leur fréquentation du parc. Il y a des boîtes d'autoperception qui sont situées au chalet Anne-Piché et à l'entrée de la rue Lake. Alors, les gens qui ne sont pas des citoyens de Val-David et qui n'ont donc pas accès gratuitement au parc sont invités à payer leurs frais d'entrée, à acquitter leurs frais d'entrée dans une enveloppe à cet effet. Alors, c'est simple, c'est une volonté du Conseil dans le but de reconnaître l'accessibilité du parc, entre autres pour les groupes comme les groupes d'école, le club de plein air ou les camps de jour qui veulent fréquenter le parc à l'extérieur des heures d'ouverture avec service. Ça va leur permettre de le faire de façon légale. En 6.2, nous avons une demande d'autorisation pour l'occupation du domaine public. Donc, il s'agit d'une demande du regroupement Mouvement libre d'animer qui vise à offrir une danse extérieure familiale au parc Léonidas Dufresne le 23 juin 2018 de 15h à 18h. Il est proposé que le Conseil autorise la tenue de cette danse extérieure qui est organisée par Mouvement libre le 23 juin de 15h à 18h au parc Léonidas Dufresne et de fournir l'électricité pour cette activité. Je propose. En 6.2, l'autorisation d'un soutien financier au Festival des Contes Maltais. Pardon, 6.3, merci.
Donc, il s'agit d'une demande de soutien financier de l'organisateur Production artistique régionale des Laurentides pour la tenue de l'événement Festival des contes maltais du 6 au 8 septembre 2018. Attendu la volonté du Conseil de continuer de soutenir cet événement, que cet événement attire un nombre important de visiteurs et qu'il contribue au positionnement et au rayonnement culturel de Val-David. Il est proposé que le Conseil municipal octroie à Production artistique régionale des Laurentides une aide financière pour l'année 2018 de 2 000 $ pour l'organisation de l'événement Festival des contes maltais, que le Conseil exige que l'organisme fournisse une preuve d'assurance pour la responsabilité civile de 2 millions et que la municipalité figure comme assurée additionnelle pour l'événement et que cette résolution n'exempte pas l'organisme d'obtenir les permis nécessaires à la tenue de leur événement. Je propose. C'est un soutien financier qui était déjà prévu au budget de 2018. C'est 2 000 $ la subvention, déjà prévue au budget qu'on avait adopté là, en 2018. En 6.4, nous avons l'autorisation pour un soutien financier à la Société d'histoire et de patrimoine. Donc, il s'agit d'une demande de soutien financier et que le Conseil municipal désire soutenir cet organisme. Il est proposé que le Conseil octroie à la Société d'histoire et du patrimoine de Val-David une aide financière de 500 $. Je propose. En 6.5, nous avons une autorisation d'adhésion au Carrefour Action municipale famille. Donc, il est proposé que le Conseil autorise l'adhésion annuelle de la municipalité au Carrefour Action municipale et famille pour 2018-2019 au coût de 87,38 taxes incluses. Nous sommes une municipalité MADA, donc municipalité amie des aînés. Nous avons donc un plan d'action et une politique en ce sens. Et le Carrefour Action municipale famille est l'organisme qui gère cette certification-là. Donc, je propose. Merci, pardon. En 7, nous avons un avis de motion sur les modalités de publication des avis publics. Oui, alors ça me prend un conseiller pour déposer cet avis de motion. Alors, je, Guy Séguin, conseiller municipal, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera présenté le futur règlement numéro 730 qui porte sur les modalités de publication des avis publics. Alors, on y reviendra donc dans une séance en juillet pour le projet de règlement. Non, on y revient tout de suite, pardon. Alors, en 8.1, c'est la présentation de ce projet de règlement-là, ce qui nous permettra de donner des explications. Donc, il s'agit pour le Conseil municipal de présenter le projet de règlement numéro 730 portant sur les modalités de publication des avis publics. Je propose. Nous proposons ce règlement pour sauver des coûts de publication d'avis. Alors, en vertu de ce règlement-là, peut-être que vous pouvez l'expliquer, Maître Farran. Donc, le projet de loi 122 nous permet désormais de modifier les règlements de publication des avis publics afin de permettre la publication sur le site Web de la municipalité exclusivement. Donc, le Conseil municipal a choisi de permettre cette option, donc sur le site Web de la municipalité, ainsi que sur le Babillard, qui est situé à la mairie. Le Babillard, l'ancien bureau de poste au cinéma Méliès, sera donc mis de côté, ainsi que ce qui est très important surtout, c'est que la publication des avis publics en matière d'urbanisme se fera désormais également par le biais du site Web et non plus par le biais des journaux, qui était une portion très importante du budget du service du greffe. Alors, combien d'argent nous allons économiser en procédant ainsi, environ, l'estimation? Annuellement, environ 20 000 $. Parfait. Alors, c'est pour ça que le Conseil va de l'avant avec ce projet de règlement-là. Évidemment, il y a toute la question que les avis publics ne seront plus publiés dans les journaux. Alors, il faudra être très attentif sur le site Web de la municipalité et nous ferons des rappels en ce sens pour que l'on s'habitue à consulter le site Web de la municipalité ainsi que le babillard dont parlait Maître Farran. En 9.1, pardon, nous avons l'adoption du règlement sur la régie interne des séances du Conseil. Donc, il s'agit pour le Conseil municipal d'adopter le règlement numéro 720 portant sur la régie interne des séances du Conseil municipal. Je propose. Ce sera donc en vigueur en juillet. C'est quoi? Elle propose l'adoption du règlement 720 sur la régie interne des séances du Conseil.
c'est sur la régie interne du Conseil qu'on a, on a fait l'avis de motion, on a fait le projet de règlement, maintenant on l'adopte. Le règlement, d'habitude, ils sont disponibles à l'entrée. Il est disponible à l'arrière. OK. Donc, il est disponible à l'arrière. Ça fait quand même... c'est le 3e mois. Là. Il y a eu l'avis de motion et tout. Là. Il y a eu la démarche qui était en cours. On a déposé un avis de motion ainsi qu'un premier projet de règlement en avril. Il n'y en avait pas tantôt à l'arrière quand on est arrivé. Il y avait juste l'ordre du jour et c'est tout. Bon, ben... Maître Farah. Je ne l'ai pas... Est-ce qu'il est disponible derrière, le règlement? Non, ça, c'est le journal des déboursés. Non, c'est le règlement. C'est assez long, ça, l'ange, là. Ça a 8 pages. Est-ce qu'on a une copie du règlement? Il est en pièce jointe. OK, mais est-ce qu'il est disponible derrière? Il est dans le cartable. En gros, Il est dans le cartable? Ah, il est dans le cartable avec le journal des déboursés? D'accord. Il y a une copie qui est disponible derrière, effectivement. Bon. Ben, il y a 8 pages, là, on pourra reporter. Ben, on peut vous en donner les grandes lignes. Est-ce que tu veux faire le résumé ou est-ce que quelqu'un veut faire le résumé d'entre nous? Moi, j'ai pas de problème à le reporter. Bon, on va le reporter. Moi, j'ai aucun problème. Est-ce que vous êtes d'accord pour le reporter? Non, mais c'est bon, on va le reporter. Nous, on n'a aucun problème avec ça. On est d'accord? Tout le monde est d'accord? Ouais, juste un moment. Juste un... on va prendre les questions à la période de questions, s'il vous plaît. Donc, on va reporter ce point-là. En 9.2, nous avons le second projet de règlement concernant le règlement de zonage numéro 601. Donc, il s'agit pour le conseil municipal d'adopter le second projet de règlement 601-27 qui amende le règlement de zonage 601 afin de créer la zone EF08 et d'encadrer le développement par projet intégré. Il y a une consultation publique à ce sujet-là. C'est concernant la création d'une nouvelle zone au lac Paquin qui va nous permettre de définir une nouvelle section dans notre règlement qui concerne les projets intégrés. Donc, cette zone-là va inclure les projets intégrés d'habitation qui sont principalement des projets avec une résidence principale et un usage secondaire pour des fermes, une fermette, des usages de maraîchers, de culture et puis d'ateliers de travail, par exemple. Alors, c'est simplement pour... suite à la consultation citoyenne, il y a eu des demandes pour modifier certains points qui étaient au règlement. Alors, le conseil municipal a donc fait des modifications et c'est de ça dont il s'agit dans cette résolution. Je propose. En 9.3, nous avons l'adoption du projet de règlement 602-4 concernant le règlement de lotissement 602. Donc, il s'agit pour le conseil municipal d'adopter le second projet de règlement 602-4 qui amende le règlement de lotissement afin de prévoir des dispositions particulières pour la zone EF08. Donc, c'est en lien avec le même règlement dont je parlais. Je vais avoir besoin d'un conseiller qui adopte ce règlement. Je propose. En 11, nous avons une série de documents qui sont déposés au Conseil qui peut donc en prendre connaissance. Nous avons le dépôt du procès-verbal du CCU. Nous avons le dépôt des variations budgétaires, le dépôt de la directrice générale adjointe concernant les dépenses autorisées par un fonctionnaire. Nous avons aussi le dépôt du rapport de la directrice générale adjointe concernant le pouvoir d'embauche. Le dépôt du procès-verbal de correction de la séance ordinaire du 8 mai
2018. Est-ce que vous pouvez préciser de quelle correction il s'agit, s'il vous plaît? Oui, donc il s'agit d'une résolution 1805-174 qui a été adoptée en mai et que, conformément au Code municipal, nous y apportons une correction puisqu'à la simple lecture du texte, il apparaît qu'une erreur s'est glissée de sorte que la correction apportée à l'original de ce document est la suivante. Au premier attendu, nous inscrivions que le demandeur, il s'agissait d'une demande de construction, le demandeur était donc M. Pierre-Paul Jeté, alors que le demandeur aurait dû se lire Mme Rachel Asselin et M. Aubin. J'ai donc modifié l'original de la résolution et j'ai modifié également le procès verbal. Il y aura également un dépôt lors de la prochaine séance du Conseil municipal pour la correction de cette résolution. Merci. En 11.6, nous avons un dépôt d'une déclaration pécuniaire amendée, soit celle de Mme Dominique Forget. En 11.7, nous avons le dépôt de l'intervention de Mme Landry lors de la séance de mai 2018. Nous avons aussi le dépôt du bilan de la SPCALL, qui est l'organisme qui s'occupe de notre contrôle animalier. Et nous avons le dépôt d'une plainte écrite de M. James Voss et Mme Martine Roy le 11 juin 2018, suite à laquelle nous avons fait la demande concernant le plan d'aménagement sur la 117. Je précise qu'il y a un dépôt qui a été oublié. Alors, le rapport sur la gestion unifiée du parc n'a pas été officiellement déposé au Conseil. Il le sera donc à la prochaine séance de juillet. Nous allons donc passer au point d'information des conseillers. Je vais débuter par M. Giasson. Il n'y a rien pour moi cette semaine. Bonsoir tout le monde. Alors, dans le cadre de Cultiver son village, je voudrais vous rappeler qu'on va avoir des jeudis potluck, des repas collectifs qui vont être à la place publique. Ça commence le 21 juillet, le 21 juin, le 5 juillet, le 19 juillet, le 9 août, le 23 août et le 6 septembre. Alors, on a différents thèmes. Ça va d'un village nourricier en passant par la transformation alimentaire, un four à pain communautaire, des poules au village, etc. Et puis, on a aussi des ateliers de transformation alimentaire qui ont lieu tous les mardis à 18h au Jardin collectif. Il va y avoir différentes thématiques. Vous pouvez suivre le tout sur la page Facebook Cultiver son village. Puis, j'aimerais aussi vous dire que sur le site Internet de la municipalité, on avait fait en avril une rencontre citoyenne qui avait à peu près 70 personnes sur le thème « Un village nourricier ». Alors, suite à cette rencontre-là, où il y a eu 70 participants, 3 ateliers, il y a eu 5 orientations qui sont sorties de la rencontre, 12 stratégies, 108 actions qui ont été proposées. Alors, vous allez avoir tout ça sur le site. Il y a un rapport assez simple et intéressant à lire qui a été déposé. Alors, bonsoir. Premièrement, le jeudi prochain se tiendra la 2e édition pour 2018 de Défi ta santé. Pour ceux qui ne connaissent pas l'événement encore, c'est une course ou une marche de 3,5 km ou une course de 5 km. Tous les fonds recueillis seront remis à la Fondation Dufresne qui vient en aide à l'école intégrée Saint-Jean-Baptiste. Point dont on me fait part plus tôt, puis on a discuté hier au caucus. On est parfaitement conscient qu'en ce moment, sur la piste multifonctionnelle qui longe le premier rang d'Ancaster, la peinture n'y est pas et les poteaux n'y sont pas encore. Oh, excusez-moi. Ici, je m'entendais très, très bien pourtant. Ce que je voulais dire, c'était que sur le premier rang d'Ancaster, la piste multifonctionnelle qui longe le premier rang, on est parfaitement conscient que les poteaux de signalisation et la peinture n'y sont pas encore. C'est une question de logistique, à savoir qu'est-ce qui vient en premier, parce que la peinture doit être faite, mettre les poteaux. On a demandé un échéancier pour pouvoir faire ça le plus rapidement possible. Étant un grand utilisateur avec mes enfants de ce tronçon de rue-là, je suis parfaitement conscient du besoin créé puis du danger quand il n'est pas là. Donc, sachez qu'on est sur ce point-là. Puis un autre point un peu plus peut-être personnel par rapport à nos échanges ici. Lors de la dernière séance, j'avais pris parole sur les différents échanges qui avaient lieu ici, puis ce qui aurait pu être perçu par certains comme une confrontation, au contraire, ça a été perçu comme une perche tendue.
Je tenais à remercier les gens qui sont venus, puis qui ont pris de leur temps, puis qui m'ont fait confiance pour qu'on puisse échanger puis essayer de faire avancer des choses plutôt que se tirer les cheveux. Donc, il y en a plusieurs. C'est du temps, mais ça me fait énormément plaisir. Puis j'ai vraiment l'impression qu'à ce moment-là, on a plus de chances de faire avancer des choses que si l'émotivité prend le dessus. Donc, merci beaucoup. Puis ça me fait grand plaisir. Parfait. Merci. Monsieur Guy Séguin, s'il vous plaît. Alors, pour ma... À moi. Dans le micro. Alors, pour ce qui concerne le parc, comme vous savez, il y a eu 2 comités qui ont fait des travaux à ce sujet-là. Et les 2 rapports de ces 2 comités-là sont maintenant disponibles en ligne sur le site de la municipalité. Et malgré que nous allons recevoir officiellement le dépôt d'un de ces 2 comités-là à la prochaine séance. Pardon? Un de ces 2 rapports-là, oui. Concernant les heures d'ouverture du parc régional, évidemment, on invite les gens à être diligents par rapport à l'utilisation des boîtes d'auto-perception, de bien vouloir s'inscrire et de faire bonne figure d'ambassadeur pour le parc. Et les heures sont prolongées de 7 heures le matin jusqu'à 10 heures le soir. Pourquoi jusqu'au 31 octobre? Pour l'instant, on va essayer de voir si on peut utiliser ce service-là de façon adéquate et si le service est sollicité par beaucoup de personnes. En hiver, comprenez que les mesures de sauvetage, si on avait à avoir recours à cela, ce n'est pas du tout la même dynamique qu'en plein été. Fait que pour des raisons évidentes de sécurité, on ne peut pas pour l'instant autoriser l'accès au parc avec des heures extensionnées de ce type-là pour la saison hivernale. On va quand même cependant réfléchir à une façon de pouvoir le faire en hiver, mais pour l'instant, ça se maintiendra jusqu'au 31 octobre. Il y a eu 2 activités récemment dans le parc, surtout du côté du secteur de Valmorin. Au Fire Hills, il y a eu la journée porte ouverte pour le vélo de montagne qui a été un succès couronné. Et beaucoup de participants. On a eu plusieurs personnes qui nous ont fait des commentaires à ce sujet-là. On tient à remercier les commerçants de Val-David et les gens impliqués du coin qui se sont adjoints à l'événement. Nommément, il y a le Baril roulant, il y a le club de vélo pour enfants Popcycle, Rock and Ride aussi. Il y a eu des ateliers techniques sur la conduite de vélo de montagne dans le parc. Enfin, beaucoup d'activités qui ont été très bien orchestrées par l'OBNL de Valmorin. Chapeau. Pour la corvée qui a eu lieu aussi, il y a eu une excellente participation. On parle de 30 à 35 personnes qui se sont déplacées pour aller prêter main forte du côté du secteur Fire Hills. Les pistes travaillées visaient tout le secteur du côté Valmorin, mais il y a entre autres la Gilnotte pour les amateurs de raquettes, la PG, la GV, et en vélo, on parle de la Matisse, la Serpentine, etc., etc. Alors, nous allons aussi essayer de notre côté d'orchestrer une journée porte ouverte et une corvée pour l'automne, pour le secteur du Frêne. Alors, merci à tout le monde qui se sont déplacés pour ça. Plus particulièrement par rapport au district 4, qui est Vallée-Bleue, Chanteclair, nous tenons aussi à signifier que des demandes ont été faites pour certains panneaux de signalisation pour la sécurité sur la rue familiale. Et certains de cette signalisation-là est déjà prévue à l'agenda des travaux publics pour cette année. Merci. Monsieur de Montigny. Donc, bien bonsoir. Contrairement à mon habitude, je tenterai d'être bref. Donc, la semaine passée, côté culturel, a eu lieu le lancement de la programmation du Big Bang Fest qui se tiendra les 11 et 12 août prochains. C'est vraiment une organisation solide avec une programmation de feu. Il va y avoir entre autres Claude Pelgag, Violette Pie, les hôtesses d'Hilaire, Aramis, Aphrodise, Géraldine Hunt, Clay and Friend, Benoît Paradis Trio, un party Balkan, une parade avec la gang de Woodcycle Le Sage et j'en passe. Donc, outre Val-David, il y a beaucoup de partenaires dans cette aventure, notamment le Baril roulant, le Mouton Noir, la municipalité de Valmorin et plusieurs commanditaires d'importance. C'est juste la première édition, mais c'est certain que le Big Bang Fest va devenir un incontournable de la municipalité. Une bonne partie de la programmation est gratuite, mais pour les spectacles en salle, les billets sont maintenant en vente sur le site de l'organisation.
Ce week-end a eu lieu la première consultation pour les festivités du centenaire. Cette première consultation a été faite avec une 60aine de partenaires OBNL, associations et organismes de la municipalité. Ça va permettre de déterminer les grandes orientations du milieu et de faire une programmation qui soit à l'image et au diapason du village. Ça va aussi permettre de mettre la table pour les prochaines rencontres avec le milieu des affaires, avec les commerçants et bien entendu avec les citoyens. Donc, pour donner suite aux prochaines consultations, il va y avoir des comités créés sur le financement, l'organisation et autres sujets. À compter du 23 juin, nous pourrons découvrir à notre magnifique centre d'exposition l'univers fabuleux du sculpteur Pierre Leblanc, ainsi que celui de la dentelière et artiste du métal Cal Lane. Il y aura aussi en simultané à l'extérieur, au parc Léonidas Dufresne, une œuvre monumentale de l'artiste multidisciplinaire Soufia Ben Saïd et du sculpteur ébéniste Mathieu Patoine. Vous irez faire votre tour, car apparemment, ça va être difficile à manquer. Le 24 juin, fête nationale à Val-David avec l'excellent groupe de party Canaille, Jessica Charlie de l'animation, match d'impro du collectif Cassiopée Danse, de la sérigraphie sur chandail avec l'atelier de Lille, jonglerie, le traditionnel feu de fin soirée. Bref, soyez-y. Le temps passe vite et c'est déjà la 30e édition de Mille et un pots. Celle-ci débutera le 6 juillet prochain. Pour la bibliothèque, celle-ci réouvrira sous peu et les travaux de rénovation sont présentement en cours. Comme le but est de rouvrir le plus rapidement possible, les travaux qui sont priorisés sont ceux qui permettront de donner le service rapidement aux citoyens. Donc, les travaux de drainage et les travaux extérieurs seront faits plus tard. Il y a aussi des travaux de toiture qui étaient déjà prévus et ceux-ci seront faits au cours de l'été. Pour continuer dans les travaux, ceux du Parc des Amoureux sont pratiquement terminés. La céramique, la toiture et une partie du revêtement des installations sanitaires ont été faits. Il reste un peu de finition à compléter. On attendait que la compagnie Biel vienne retirer ses derniers poteaux afin de terminer l'installation des pavés, ce qui a été fait soit hier ou aujourd'hui. Dans les dernières années, il y a eu beaucoup de plantations en bande riveraine dans ce parc et la partie qui reste à faire est à proximité de la maison de Bavière, car il y a pas mal d'érosion et il faut réhabiliter la berge. Mais cependant, nous sommes dans l'attente du certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement afin de pouvoir effectuer les travaux à cet endroit. Ça devrait donc être fait en 2019 ou à la fin de la saison estivale 2018 si nous sommes chanceux. Là, c'est toujours travaux publics. Il y a plusieurs chantiers de réfection en cours sur notre réseau municipal. Sans entrer dans les détails, nous sommes dans les délais et dans l'enveloppe budgétaire. À la prochaine séance, je vous ferai un topo plus précis à savoir ce qui a été fait, ce qui reste à faire, s'il y a des problématiques ou autres. Mais pour aujourd'hui, je n'ai pas plus d'infos à vous offrir. Pour l'extrémité du 7e rang aussi, il va y avoir des travaux d'effectuer très prochainement pour rendre la route plus carrossable. Les prix pour les soumissions du concassé sont entrés cette semaine, donc la municipalité pourra enfin procéder. On a reçu beaucoup de demandes. J'ai reçu des demandes concernant le comité de toponymie et je vais mettre le tout en branle d'ici la prochaine assemblée. La priorité du conseil a été mise à la place du comité consultatif sur les finances, donc c'est la raison pour laquelle que les appels de candidature n'ont pas encore été faits, ni la réflexion sur le mandat exact du comité municipal. Même sur le comité consultatif sur la toponymie est un comité pour répondre aux besoins municipaux. Je vais faire le pont avec le comité de toponymie de la Société d'histoire afin de travailler de concert et non pas en parallèle. J'ai discuté avec M. Carl de la Société d'histoire ce dimanche et j'ai pris sur moi de le contacter prochainement. On ne l'a pas mentionné non plus en assemblée, mais comme nous avions dit dernièrement, tous les dossiers attribués à chacun des élus sont maintenant indiqués sur le site web de la municipalité. Pour conclure, il y a la campagne de sociofinancement TICAL pour la Fondation Dufresne qui est toujours en cours, mais qui se termine le 30 juin. L'argent amassé va permettre d'entreprendre des projets pour réunir enfants et aînés de notre communauté. Toute l'info est disponible sur la page Facebook de Mon École Plus, Fondation Dufresne. Sur ce, merci. Bonne soirée. Merci, M. de Montigny. J'ai tenté d'être bref. C'était toutes des informations assez pertinentes. Merci. Madame Paquin. Bonsoir. Ça va beaucoup plus bref que mon collègue. Ceci étant dit, j'avais fait un mot que je me permets de reporter au mois prochain. J'ai dit, je vais être plus bref que Carl. Je m'étais permis de faire un mot que je vais reporter au mois prochain. Mais par contre, je veux vous dire que les petits chefs de blé d'Inde, j'ai les affiches et les billets qui sont... J'ai reçu ça ce soir, alors j'en ai vendu ici même. C'est le 18 août, vous êtes tous invités, toute la population de Val-David. C'est sûr qu'au Lac-Paquin, je fais mon porte-à-porte. Je ne le fais pas juste une fois aux 4 ans, mais je le fais toutes les années.
Alors, vous allez me revoir bientôt et j'espère que vous allez venir en grand nombre. Merci. Pour terminer le point des conseillers, je me permets de vous faire part d'un de mes coups de cœur qui est la journée des petits entrepreneurs qui aura donc lieu ce samedi à 9h au Parc du Frêne. Alors, l'année passée, il y avait une quarantaine de jeunes enfants qui avaient leur kiosque et qui venaient offrir aux citoyens et aux citoyennes le produit de leur travail de l'année pour vous les offrir. Nous en sommes donc à la période de réponse. Il y a eu des questions qui ont été posées à la dernière assemblée et je vais tenter d'y répondre. Concernant les fondations de la rue Carmen, alors, comme plusieurs rues, il y a une liste et elle est depuis longtemps sur la liste des fondations à refaire et elle est prévue au budget de cette année et les travaux seront faits au plus tard cet automne. Il y a eu des questions concernant les bassins dans le secteur du lac Doré. Il y a une étude produite par le groupe Laurence il y a quelques années sur la gestion des eaux de ruissellement de ce secteur qui avait proposé finalement comme solution l'aménagement de bassins de rétention d'eau. Au cours des 3 dernières années, il y a eu 7 bassins qui ont été aménagés au coût d'environ 5 000 $ chacun sur les rues Saint-Charles, Bastien-Guénette, Sainte-Anne, au coin des rues Tour de Lac et Hillside et sur Saint-Jean-Baptiste, il y en a eu 2. L'eau qui s'accumulait dans les rues est donc drainée dans ces bassins. Il reste un bassin qui était prévu dans la proposition du groupe d'ingénieurs qui est situé au coin Tour du Lac et Dion. L'estimation budgétaire de ce bassin est de 41 000 $ et il n'est pas prévu au budget cette année. Nous sommes à essayer de trouver une alternative moins coûteuse. J'en profite pour mentionner que les travaux ont été faits pour changer l'orientation des pavages des rues adjacentes aux plages Big Duck et Little Duck. En inversant ainsi les pentes, l'eau ne s'écoule plus vers les plages. Le même travail sera fait cette année près de la plage située près de l'auberge du lac Doré. Par le biais du formulaire de la municipalité, nous avons eu d'autres questions, à savoir quel est le contenu du rapport sur l'état des finances publiques de la municipalité que vous deviez recevoir à la fin avril et nous présenter en mai dernier. Alors, un plan financier quinquennal a effectivement été présenté au Conseil, il a été fait et présenté au Conseil par la firme Amiot et Gélina. Étant donné le contexte actuel qui fait en sorte que le Conseil a priorisé l'analyse du diagnostic organisationnel et des suites à y donner, le Conseil a reporté l'analyse en profondeur de ce cadre financier et de ses impacts. Quoi qu'il en soit, les conclusions sont déjà considérées dans nos réflexions. Nous allons donc y revenir avec une présentation en bonne et due forme dans une des prochaines assemblées. Comme Carl l'a mentionné, les dossiers des élus sont maintenant sur le site Internet, sur la page Organisation municipale et Conseil. Vous pourrez constater qu'il y a certains dossiers, certains éléments, certains départements qui ne sont pas appropriés par les conseillers. C'est donc tout le Conseil qui se les approprie. Éventuellement, au cours du temps, s'il y a des conseillers qui souhaitent se pencher davantage sur certaines questions, on verra à l'ajuster en conséquence. Il y a eu évidemment des demandes concernant les frais de fonctionnement du marché et les coûts de l'aménagement de la place publique. Alors, il y a le document de référence que j'ai présenté au Conseil hier. On a eu un caucus hier, j'ai présenté un document de référence qui avait été travaillé. On souhaite encore le bonifier et par contre, on s'engage à le mettre en ligne d'ici vendredi dans la section publication sur le site municipal, sous l'onglet « Municipalité » probablement. Sur ma page Facebook, je partagerai lorsque ce sera rendu public. Alors, on est tout à fait conscient que c'est un document très important, qui est très attendu. On est conscient de l'impact de devoir encore le reporter. Alors, c'est malheureusement la situation. J'en profite concernant le marché pour vous dire que, comme vous avez pu le constater, il y a des travaux de solidification et de réparation qui ont été effectués. Ces travaux-là se sont faits sur la base d'un plan d'ingénieur qui reste encore à être soumis au Conseil. Alors, je reconnais que ce n'est pas encore fait. Donc, les travaux de solidification et de
réparations ont donc été effectuées par une firme indépendante qui a été mandatée par la coopérative Le Comité avec laquelle on avait le contrat de construction. Cette firme-là possédait la licence RBQ nécessaire pour faire les travaux de solidification. Alors, suite à ces travaux-là, la capacité structurale de la halle est donc adéquate et c'est confirmé par nos firmes d'ingénieurs. Cependant, du point de vue esthétique, le conseil municipal souhaite vous faire part que ça ne correspond pas du tout à nos attentes et que, avant de terminer la facturation finale, on va procéder à une retenue sur le montant qui est encore dû, soit une somme d'environ 26 000 $, il me semble, et qu'on va passer l'été parce que le marché doit avoir lieu et on va voir par la suite qu'est-ce qu'on va faire avec cette situation-là. Mais c'est certain que, comme je le répète, ça ne correspond pas à nos attentes. Il y a aussi des ajustements à faire concernant l'activité du marché suite à l'aménagement des kiosques et puis de la halle. On est encore à trouver les meilleures façons pour l'aménagement et l'entreposage de ces kiosques-là. Donc, tout au cours de l'été, il y aura des ajustements à prévoir. Je mentionne le fait qu'il y a, entre autres, un conteneur qui est loué pour entreposer certains équipements du marché. Ce conteneur-là est donc contrevient à notre propre réglementation. Nous en sommes tout à fait conscients. C'est une situation qu'on espère la plus temporaire possible, le temps de trouver d'autres solutions. Je répète que le but dans tout ça, c'était de pouvoir débuter l'activité du marché qui est très attendue et qui profite beaucoup au dynamisme économique et social du village. Je poursuis donc avec la réponse aux questions. Donc, concernant différents projets dont le Conseil a discuté, la descente en kayak il n'y a pas encore de suivi. Nous sommes en attente de nouvelles de la part du MTQ concernant la réfection du ponceau. Je rappelle que pour refaire la descente de kayak, nous attendons évidemment faire les réparations du ponceau, sinon il faudra faire le travail 2 fois. À ce sujet, je suis en communication actuellement avec la direction régionale du MTQ. Concernant le projet de scène extérieure, nous avons effectivement fait une demande de subvention. Il n'y a pas eu de nouvelles, il n'y a pas eu de retour, donc aucun projet pour le moment. Même chose pour la patinoire extérieure, on attend des nouvelles de la demande de subvention. En ce qui concerne l'aménagement de pistes cyclables, nous effectuons présentement une démarche conjointe avec l'AMRC pour préparer un échéancier pour la conceptualisation d'un plan de mobilité durable de la municipalité. Alors, ça s'inscrit dans la volonté du Conseil de prioriser la mobilité active, mais de le faire de façon sécuritaire et planifiée. La création du comité de finances, comme vous avez pu le constater, nous sollicitons vos candidatures à ce sujet. La bonification de la politique de gestion contractuelle, dont nous avons beaucoup parlé, je propose d'attendre la nouvelle direction générale pour la définir avec l'équipe. L'élaboration d'une grille pour mieux encadrer les partenariats que la municipalité a avec différents organismes, par exemple le centre d'exposition, 1001 visages, etc. Alors, la directrice du service des loisirs et culture a effectivement terminé ces 2 grilles qui nous ont été présentées, mais on va se les approprier et les évaluer avant de les adopter en conseil. Et finalement, la consommation de cannabis dans les lieux publics. En ce qui concerne le pouvoir réglementaire dans les lieux publics, c'est la compétence de la MRC et on va donc attendre ces recommandations qui se font en parallèle avec celles de la FQM, la Fédération québécoise des municipalités. Et par la suite, il ne restera à adopter les politiques pour les employés. En ce moment, on n'a rien concernant les drogues et la consommation d'alcool, alors on verra évaluer le tout. Il y avait une question à savoir, est-ce que la municipalité se lance en affaires avec le comité
qui est la coopérative de travail avec laquelle à laquelle on a octroyé un contrat pour l'aménagement de la place publique. Donc, est-ce qu'on se lance en affaires avec le comité pour le partage des coûts reliés au design des kiosques du marché? Et que veut dire la phrase dans l'entente entre le comité et la municipalité à ce sujet? Simplement dire que la municipalité n'a aucune intention et ne peut se lancer en affaires. Aucune entente en ce sens n'a été faite avec le comité. Si l'entente le laisse supposer, c'est une mauvaise formulation. Et finalement, quel est le détail de l'entente concernant le mandat octroyé par la municipalité au marché pour faire le tour du Québec afin de promouvoir notre place publique via la demande de subvention de 94 070 $? Alors, je peux répondre que nous travaillons actuellement avec le ministère pour préciser les exigences de cette entente, que je n'ai pas de réponse spécifique à donner à cette question. Alors, j'espère que je n'ai pas rien oublié. Là. Si c'est le cas, je vous remercie de me poser à nouveau les questions et ça me fera plaisir de faire un suivi.